George Patton fut sans doute le général le plus controversé de la Seconde Guerre mondiale. C'était un mégalomane et un provocateur, passé maître dans l'art de la guerre éclair. Mais il n'a pas survécu longtemps à l'armistice. Le 10 décembre 1945, sa limousine s'écrase contre un camion de l'armée américaine à Mannheim, en Allemagne. Grièvement blessé, le général Patton est transporté à l'hôpital de Heidelberg, où il meurt 11 jours plus tard. Mais s'agissait-il vraiment d'un accident ? George Patton avait choisi d'être enterré avec les hommes de la 3e armée américaine qu'il avait commandée avec énergie et succès. Enfant terrible des commandants alliés, c'était un personnage pittoresque qui arborait un colt à crosse d'ivoire. Ses soldats l'avaient surnommé « Our Blood and Guts », notre sang, ses tripes. Certains historiens le considèrent comme fou. George Patton pensait qu'il était la réincarnation d'Hannibal, le général carthaginois. Patton est né en 1885 en Californie. À l'académie militaire de West Point, il se montre un athlète brillant. C'est aussi un cadet extrêmement impopulaire, obsédé par la perfection de l'uniforme militaire. Malgré sa dyslexie, un handicap qui va le poursuivre toute sa vie, George Patton étudie l'histoire militaire. Sorti parmi les premiers de West Point en 1916, il devient l'aide de camp du général Black Jack Pershing et l'accompagne au Mexique pour combattre Pancho Villa. George Patton y fait preuve de courage et d'impétuosité. De l'autre côté de l'Atlantique, un conflit beaucoup plus sanglant sévit en Europe. La guerre de tranchées n'a rien à voir avec une expédition contre la guérilla mexicaine et George Patton va bientôt en faire l'expérience. La proclamation par l'Allemagne de la guerre sous-marine illimitée précipite l'Amérique dans le conflit. Le 6 avril 1917, le président Wilson déclare la guerre à l'Allemagne. Le général Pershing est nommé commandant de la force expéditionnaire américaine en Europe. George Patton fait partie des quelques officiers chargés de rendre opérationnel le corps de blindés américain. Le tank est alors une arme nouvelle, utilisée pour la première fois par les Anglais dans la Somme en 1916, puis avec succès à Cambrai en novembre 1917. Les tanks avancent lentement sous le feu de l'artillerie. Les soldats sont abasourdis par le bruit, déshydratés, et à moitié asphyxié par les émanations de gaz. George Patton reçoit son baptême du feu en août 1918. Lors de sa seconde bataille, il est gravement blessé alors qu'il prend la tête d'une charge héroïque, mais sans espoir, contre les lignes allemandes. Après la guerre, il rejoint une nouvelle école qui forme des équipages de chars d'assaut. L'un de ses condisciples est Dwight Eisenhower, qui plus tard le commandera. La monotonie de la vie militaire en temps de paix ne convient pas à Patton. Il n'est que commandant, mais l'argent de sa famille lui permet de satisfaire son goût pour les chevaux, les voitures et les yachts. Pendant toute la période entre les deux guerres, Patton défend sans relâche la cause des chars blindés. Il pense que les chars joueront un rôle décisif lors d'un prochain conflit. En 1940, la chance lui sourit. Le général Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, lance un programme de modernisation. Il confie à Patton le commandement d'une brigade de la 2e division blindée. Les événements survenus en Europe ont convaincu Patton que les tanks étaient les armes de l'avenir. En Pologne en 1939 et en France au début de l'été 40, les divisions de Panzer donnent l'avantage aux forces de l'Axe, plus rapides que les armées alliées. L'entrée en guerre de l'Amérique est précipitée par l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941.
l'avant-garde de l'armée américaine arrive en Angleterre en février 1942. Ils reçoivent le baptême du feu en Afrique du Nord, où George Patton se voit confier son premier commandement en temps de guerre. Il est choisi pour mener l'un des 3 groupements tactiques qui vont débarquer en Algérie et au Maroc en novembre 1942. Lorsque Patton débarque avec ses troupes à Casablanca, il est accueilli sans enthousiasme par les forces de Vichy. Et le débarquement se fait dans la confusion la plus totale. Patton manque s'étouffer de rage, mais en moins de 48 heures, les forces de Vichy se rendent. À la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, le maréchal Rommel revient en Tunisie. On le surnomme à juste titre le renard du désert. En février 1943, Rommel et son Afrika Korps lancent une contre-attaque à partir des défenses de la ligne Mareth, coinçant le 2e corps d'armée américain dans le défilé de Kasserine. L'artillerie américaine, les blindés anglais et le manque de carburant stoppent l'avancée de Rommel et donnent l'avantage à Patton. Le commandant des forces alliées, le général Eisenhower, nomme Patton à la tête du 2e corps d'armée américain. Patton transforme rapidement cette unité en une formation d'élite. Plus que tout autre commandant allié, il comprend l'art de la guerre et il sait motiver les hommes. Le haut commandement allié ne tarde pas à reconnaître ses qualités. Patton se voit attribuer le commandement de la 7e armée lors de l'invasion de la Sicile, nom de code Opération Husky. Confiant dans sa bonne étoile, Patton fonce droit devant lui. Mais au cours de cette opération, il doit céder la première place à un commandant plus haut placé, le général Montgomery de la 8e armée britannique, le vainqueur d'El Alamein. Les 2 hommes sont des militaires de premier ordre, mais que tout oppose. Montgomery est un militaire de carrière qui applique le règlement à la lettre, tandis que Patton est une brute autoritaire auquel rien ne résiste. L'invasion de la Sicile marque le début d'une bataille incessante entre Montgomery et Patton. Au sein d'une même armée, ils risquent de mettre le feu aux poudres. En route vers Messine, au nord-est de la Sicile, Montgomery choisit de passer par le nord, tandis que Patton se dirige vers l'ouest. Profitant du terrain découvert, Patton avance à marche forcée vers la capitale de la Sicile, Palerme. Partout où il passe, des foules enthousiastes accueillent la 7e armée et son commandant. Patton jouit de chaque instant. Il prend Palerme et parvient à Messine quelques heures avant son rival. Mais il n'a pas atteint le principal objectif de cette campagne. Les Allemands se retirent en bon ordre et traversent le détroit de Messine, emportant avec eux la plus grande partie de leur équipement intact. Pour Patton, c'est une victoire sans gloire, marquée par un incident qui faillit mettre fin à sa carrière. Patton, à 2 reprises, frappe des soldats hospitalisés atteints de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de fatigue lié au combat. Pour lui, ces hommes sont des lâches qui ne méritent pas d'être soignés comme des soldats blessés au front. Eisenhower ordonne à Patton de présenter des excuses publiques. Il prend aussi la décision difficile de ne pas lui confier le commandement de l'opération Overlord, le débarquement prévu en Europe en juin 1944. Un ancien lieutenant de Patton, le général Omar Bradley, est nommé à sa place. Patton reçoit le commandement de la 3e armée qui ne doit pas intervenir avant le jour J. Pendant toute la préparation du débarquement, il est cantonné à un rôle symbolique.
Il commande le premier groupe d'armée américain, une division fantôme qui jouera un rôle déterminant dans le plan allié en détournant l'attention allemande du véritable objectif. Les Allemands, et parmi eux son vieil adversaire Rommel, sont persuadés que Patton, le commandant allié qu'ils redoutent le plus, va mener une invasion dans le Pas-de-Calais. Mais c'est en Normandie que le débarquement a lieu, le 6 juin 1944. À la fin de la journée, 175 000 soldats américains, anglais et canadiens ont débarqué en France. Ce n'est qu'en juillet que la 3e armée arrive à son tour en Normandie. Trois semaines plus tard, ces divisions prennent part à l'opération Cobra, l'opération américaine après le débarquement. Patton a attendu ce moment avec impatience. Puis la guerre de mouvement commence. La 3e armée se dirige vers la Bretagne en 4 colonnes blindées. Patton est passé maître dans l'art de commander ce genre d'opération. L'ennemi, démoralisé, ne peut résister à son agressivité sans limite et à son sens de la logistique. Le 8 août, Patton dirige ses tanks Sherman vers l'est, en direction de Chartres et d'Orléans. Ces colonnes blindées couvrent le dispositif allié au sud, permettant l'encerclement des soldats allemands dans la poche de Falaise. En passant en revue les champs jonchés de cadavres de l'enfer de Falaise, Patton aurait déclaré à l'un de ses officiers « C'est le plus merveilleux spectacle que j'ai jamais vu ». Le 30 août, la 3e armée se trouve à une centaine de kilomètres du Rhin. Patton enrage de ne pouvoir traverser le Rhin pour entrer dans le Reich. Il écrit dans son journal « Plus vite on attaque, moins il y aura de pertes en hommes et en munitions ». Avec un égocentrisme caractéristique, il ajoute « Personne ne comprend la valeur terrible du moindre détail, sauf moi ». Patton pense qu'il peut gagner la guerre en quelques semaines. Mais Eisenhower avance sur un front plus large et il manque de carburant. Tout le carburant disponible doit aller à la 21e armée de Montgomery au nord. Furieux, Patton doit faire arrêter ses chars. Montgomery ne cache pas son bonheur. Eisenhower doit faire preuve de toute sa diplomatie pour éviter un conflit ouvert entre Patton et Montgomery. À la fin de la guerre, le commandant en chef des forces alliées n'adressera plus la parole à ses capricieux subordonnés. Dans son journal, Patton écrit « Au diable Montgomery, il faut que je me concentre sur mes propres opérations pour qu'il ne puisse pas m'arrêter. » Patton passe le début de l'hiver 44 à se battre pour obtenir du carburant et des munitions sur la frontière allemande. Parlant de la Lorraine, il écrit « J'espère que nous allons insister pour que les Allemands gardent la Lorraine. Cette province horrible où seul le fumier représente une richesse serait un fardeau terrible. » Hitler va bientôt venir en aide à Patton. Le 16 décembre, les Allemands lancent l'offensive des Ardennes, la dernière attaque désespérée d'Hitler sur le front ouest. Les blindés allemands traversent sans problème la ligne alliée faiblement défendue.
Bruxelles et Anvers risquent de connaître le même sort que Dunkerque. En moins de 72 heures, Patton fait accomplir un tour de 90 degrés à la 3e armée pour charger vers le nord et attaquer le flanc sud de l'ennemi. Les conditions météorologiques déjà très mauvaises empirent. Patton demande à ses soldats de prier pour que Dieu fasse cesser la tempête. La neige cesse de tomber et les bombardiers alliés peuvent décoller, frappant les divisions de Panzer et leurs colonnes de ravitaillement. L'avancée allemande est stoppée au bord de la Meuse. Début janvier, le piège se referme sur les forces ennemies. Les blindés d'Hitler sont anéantis et des milliers d'hommes sont faits prisonniers. Remontant la ligne de front, Patton et son chauffeur s'arrêtent pour examiner ce qui ressemble à des brindilles sortant de la neige. Il s'agit en fait des orteils de soldats morts dont on a retiré les bottes. Un spectacle désagréable, commentera Patton plus tard. Encore une fois, Patton tourne son regard vers le Rhin. Il ne va pas laisser Eisenhower ou Montgomery lui barrer la route. Et c'est la campagne du Palatinat. Il se précipite vers le Rhin et parcourt 150 km de Coblence à Mannheim, tuant 37 000 soldats allemands et en capturant 90 000 en chemin. Il écrit dans son journal « Ce fut une action d'éclat, mais je crois que nous ferons mieux de l'autre côté du Rhin. » Le 22 mars 1945, Patton traverse le Rhin. Triomphant, il téléphone à son supérieur, le général Bradley. « Il y a si peu de Boches par ici. Ils ne savent pas encore que nous avons traversé. » À marche forcée, la 3e armée s'enfonce en Tchécoslovaquie et parvient jusqu'aux abords de Prague, risquant une confrontation explosive avec l'armée rouge qui attaque la capitale tchèque par l'est. Patton reçoit l'ordre de s'immobiliser. Puis, il est obligé de reculer tandis que les chars de l'armée rouge font leur entrée dans le centre de Prague. Même pendant les derniers jours de la guerre, alors que tout semble lui réussir, Patton défie les autorités. La nuit du 24 mars, il envoie une colonne blindée derrière les lignes ennemies vers un camp de prisonniers à Hamelburg, à côté de Francfort. La colonne atteint le camp. Mais alors qu'il regagne les lignes alliées, les chars tombent dans une embuscade ennemie. De nombreux soldats sont tués. Patton prétendra que son but était de confondre l'ennemi, mais il s'avère que son beau-fils, le lieutenant-colonel John Waters, était détenu dans le camp. Aujourd'hui encore, Patton est soupçonné d'avoir risqué la vie de ses hommes pour tenter en vain de libérer son beau-fils. George Patton n'accueille pas avec plaisir la paix en Europe. Il n'a qu'un désir, continuer à se battre. Il souhaite un poste de commandement dans le Pacifique, mais à 60 ans, il est trop vieux. C'est la fin des combats pour lui, il reste dans l'Allemagne occupée. Il est nommé gouverneur militaire de Bavière, un poste qui ne lui convient guère. Sa mission était de détruire l'Allemagne, pas de la reconstruire au lendemain de la victoire alliée. Son tempérament rebelle ne s'est pas assagi. George Patton a été témoin des horreurs nazies, quand avec Eisenhower et Bradley, il s'est rendu au camp de concentration de Ohrdruf. La vue des cadavres entassés dans les cellules l'ont rendu malade. Mais il dépasse les bornes quand plus tard, il compare les démocrates ou les républicains américains aux nazis allemands. Il se montre plus diplomate lorsqu'il rend hommage aux vétérans de son armée. Je pense que vous avez beaucoup de chance.
Votre sang et votre courage ont permis d'écraser les Allemands. L'hommage que vous me rendez aujourd'hui appartient aux hommes que je salue devant vous, les vétérans de la 3e armée. À Boston, en juin 1945, Patton est reçu comme un héros. Ce vieux soldat s'est toujours nourri de la publicité, mais elle va bientôt se tarir. Ses discours publics deviennent de plus en plus provocateurs. En venant ici, j'ai appris une grande leçon. Pendant 4 heures, nous avons survolé une terre ravagée. Ceux qui ne l'ont pas vue ne savent pas à quoi ressemble l'enfer vu du ciel. C'est à ça que ressemblent l'Allemagne et l'Autriche aujourd'hui. Et c'est à ça que ressemble toute terre traversée par la 3e armée. De retour en Allemagne, le général Patton se lasse vite de la routine militaire en temps de paix. Il est obsédé par la course aux armements que l'Amérique doit gagner contre l'Union soviétique. Dans son journal, il exprime l'espoir de se battre un jour contre les Mongols. C'est ainsi qu'il nomme les Soviétiques, avec des vétérans allemands à ses côtés. Il écrit à sa femme que son fils ne doit pas regretter d'avoir raté la dernière guerre. La prochaine se prépare. Montgomery fraternise avec les maréchaux Rokossovski et Zhukov, mais Patton s'y refuse. Il suggère de provoquer des incidents afin de précipiter l'éclatement du conflit avec l'Union soviétique. Pour Patton, un bon Russe est un Russe mort. Ces déclarations gênent les Alliés. À Nuremberg, les dirigeants nazis sont en passe d'être jugés. Mais les Alliés ne peuvent pas traîner en justice les 8 millions d'Allemands membres du parti nazi. Beaucoup d'entre eux seront indispensables pour diriger l'Allemagne. Le châtiment est sélectif. Pendant ce temps, l'Union soviétique étend son emprise sur l'Europe. Mais le président Truman, impatient de faire rentrer les soldats américains au pays, pense qu'il pourra s'entendre avec Staline. Truman ne veut pas entrer en conflit avec cet allié récent, alors que Patton ne rêve que de cela. George Patton était l'exemple même du soldat de la guerre froide. Alors que la tension monte, le président Truman ne sait pas quoi faire de Patton en poste en Allemagne. Il est finalement relégué à un poste administratif lorsqu'il est victime d'un accident. Transporté à l'hôpital, il semble se remettre, puis il meurt subitement. Patton était-il devenu à ce point gênant qu'on ait voulu l'éliminer ? Le général lui-même a écrit « Personne ne comprend la valeur terrible du moindre détail, sauf moi. » Peut-être n'était-il pas le seul. Staline exprima sa surprise à la mort du général Patton. Pourtant, il dut secrètement se réjouir du décès de l'un des commandants militaires les plus brillants de sa génération.